tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer justement cette vidéo, on tenait tous les deux à vous remercier du fond du cœur, sincèrement. Donc merci de nous suivre. Voilà, de vous abonner, de nous soutenir, de regarder les vidéos, de laisser des commentaires. On a lancé cette chaîne YouTube qui est toute jeune, malgré sa jeunesse et le côté novice. Et ben vous êtes très nombreux à nous suivre, à nous soutenir. Donc merci beaucoup. Continuez de vous abonner, continuez de nous suivre et de regarder les vidéos. On vous réserve encore plein de surprises à venir. Oh, beaucoup. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va vous parler de notre petite Maëna. Effectivement Maëna est née à 5 mois et demi de grossesse. Alors pourquoi on décide de vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que ça nous paraît être un sujet fondamental. Ce qu'on a vécu n'est pas anodin et on se rend compte que beaucoup de parents... Ça touche beaucoup de monde, oui. Voilà, la grande prématurité, l'extrême prématurité dans le cas de Maëna, parce qu'on est dans l'extrême prématurité. Maëna elle est vraiment dans les premières semaines de viabilité en fait. Hein. Elle est arrivée dans les premières semaines de viabilité de la grossesse, à savoir 26 semaines d'aménorrhée. Et on se rend compte que en tant que parent on n'est pas préparé à ça. Du jour au lendemain tout bascule, en une seconde tout bascule, on se retrouve dans un monde parallèle. La réanimation néonatale. On passe d'une grossesse qui était loin d'être terminée à un accouchement en catastrophe, en urgence. On vous prévient qu'il va se passer des choses très compliquées mais sans vous dire quoi. Et on se rend compte encore aujourd'hui en 2024 que l'approche est très compliquée d'un point de vue médical, dans le sens où on n'est pas préparé du tout, à vivre ça. Aucun parent n'est préparé à vivre ça et en même temps c'est logique puisqu'une grossesse c'est 9 mois, c'est pas 5 mois et demi normalement. Sauf que tout se passe pas toujours comme prévu et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Dans cette vidéo on va vous raconter tout ce qui s'est passé. Le pourquoi du comment Maëna est arrivée à 5 mois et demi, l'avant, le pendant et l'après. Donc comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes déjà parents d'une famille nombreuse, nous avons 8 enfants. Oui. Donc là on va repartir à un petit peu plus d'un an en arrière où j'apprends donc que je suis enceinte de Maëna. Faut savoir que Maëna, on a mis beaucoup de temps à l'avoir, à la concevoir, parce que si vous regardez un petit peu la composition de notre famille, tous nos enfants sont très rapprochés, à savoir qu'on a eu un bébé tous les ans, de 2012 à 2019. C'est-à-dire que j'accouchais, dans les 3-4 mois qui suivaient, je retombais enceinte. Après la naissance d'Octave, donc notre 8e, parenthèse, c'est pour ça qu'il s'appelle Octave, Octave le 8e. J'ai fait du latin, excusez-moi, je me la pète un peu. Donc en fait, Octave est arrivé en décembre 2019, et c'est vrai que rapidement après, on a eu envie d'un 9e enfant. Sauf que là, écoutez, ça ne marchait pas. Je ne trouvais pas enceinte. 2020, je tombe enceinte. On est content, on est ravis, youpi. On va faire une échographie de datation. Alors on s'aperçoit qu'il y a 2 embryons, mais que malheureusement ces 2 embryons sont décédés dans mon utérus. Un est décédé à 4 semaines de grossesse et l'autre à 6. Ils sont décédés en fait en différé, donc j'ai fait une fausse couche qui était en plus très compliquée parce que naturellement ça ne s'en allait pas, donc il a fallu faire intervenir des médecins, etc. Donc c'était très violent. On redouble d'efforts et de volonté d'avoir ce 9e enfant. Je retombe enceinte 1 an après. Un peu moins, je sais plus si, en été 2021. Là justement on est très prudent parce qu'on a peur de la fausse couche, on annonce ma grossesse à 14 semaines, donc quasiment 14 semaines. Passer les fameuses 12 semaines fatidiques qu'on prend toutes en référence sur le calendrier de la grossesse, on se dit après 12 semaines c'est bon, il n'y a plus risque de fausse couche, en tout cas très peu, donc on l'annonce. Et malheureusement une semaine après, je fais une fausse couche, en fait mon placenta était décollé. Il y avait bien un petit hématome à l'échographie de datation, mais bon, ça m'était déjà arrivé, on pensait pas que ça allait continuer à se propager et refausse couche. Donc je vous cache pas qu'après là se pose la question, est-ce qu'il faut continuer à vouloir cet enfant? Est-ce que peut-être juste on en a fini avec la parentalité en fait, on en a fini avec les bébés et les grossesses, et finalement là oui effectivement, là on avait laissé tomber, on s'est dit bon, on a quand même essayé un petit peu après, puis après ça marchait pas, on s'est dit bon c'est fini, après tout voilà, on a déjà une belle famille, on a eu 8 enfants, on est déjà gâtés par la vie, moi en plus je commence à vieillir, j'habite, on n'en parle même pas, on en parle des poils blancs, voilà. Donc on se dit bon voilà, c'est que c'est terminé pour nous et donc on lâche l'affaire. Et c'est quand on lâche l'affaire que Maëna pointe le bout de son nez. Voilà, on était à Paris. À Paris, ouais. C'était en février 2023. C'est toi en plus qui m'avais dit de faire un test. Ouais, parce que t'étais chiante. Et quand t'es chiante, je vais être enceinte. Eh oui, je te connais par cœur. Ce monsieur. Donc effectivement, on était à Paris. Pour des interviews, on a des tournages, bref. Et Alex a insisté fortement pour que j'achète un test de grossesse. Alors bon, quand il est dans ses délires comme ça, je dis oui, si tu veux, vas-y, achète un test de grossesse. Pour moi, j'étais pas enceinte du tout. En plus, j'avais même pas encore de retard sur mes règles. Donc bref, il va à la pharmacie. À la pharmacie acheter un test de grossesse précoce qui détecte les grossesses avant le retard des règles. Et puis alors là, du coup, je fais mon test aux toilettes. Et puis alors là, je peux vous dire que c'était la douche froide. C'était 2 à 3. Non,
C'était une à... Non. Non, c'était 2 à 3. Non, c'était 1 à 2. J'avais encore pas de retard en plus. C'était 1 à 2 hein, sur le test. On en a fait 2. On en a fait un avec les 2 barres. Et après on a fait celui avec l'estimation de la date. Et puis effectivement j'étais bien enceinte. Alors moi j'étais tellement affectée par les fausses couches que j'avais vécues. Puis lui je pense qu'il était aussi effrayé hein, parce qu'on se disait il a vu dans quel état j'étais à chaque fois, c'était très violent. Moi pour moi cette grossesse n'allait pas tenir hein. Je pensais que ça allait être encore ça allait se solder par une fausse couche. Et ben Bichette non, elle a tenu et puis elle a bien tenu. On a eu peur aussi une fois à 11 semaines j'ai perdu du sang. J'étais à 11 semaines de grossesse, j'ai perdu beaucoup de sang. On avait déjà fait une écho de datation donc tout allait bien. Bébé était c'était un tout petit poids comme ça. Travel, premier écho à 5 semaines, c'était un petit truc comme ça. On voyait déjà son petit cœur battre et tout. Et 11 semaines un matin, je me lève et je perds du sang, beaucoup de sang. Donc pour moi, je faisais une fausse couche. Donc on est allé aux urgences. Et en fait, non, tout allait bien. Voilà, il y avait rien de. Enfin, il y avait rien à l'écho. En fait, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Comme quoi, des fois. Moi, je suis très angoissée, donc je fais des échos tous les mois. Et en plus, j'apprends le décès de mon papa en mai. Mon père est décédé en mars. Et moi, je l'apprends au mois de mai. Donc je suis enceinte. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu le déménagement, il y a eu beaucoup de charge mentale par rapport aussi à tous les problèmes qu'on a eu quant à notre reconversion professionnelle hein, pour lesquels on nous a causé beaucoup de tort. Il y avait toujours un cheval de bataille en fait, hein. C'était compliqué. Et arrivé en juillet, c'est vrai que je commence à avoir des petites contractions, machin, mais bon, j'étais pas plus inquiète que ça parce que j'ai déjà eu des enfants, j'ai eu des grossesses où j'avais des petites contractions qui n'avaient pas d'incidence sur le col. Bon voilà, après j'étais surveillée de près parce que j'étais en grossesse à risque hein, quand même. Donc je suis enceinte de 5 mois et demi, un matin je me réveille. Alors déjà la veille au soir, je lui disais, tu te rappelles ? Je lui disais que j'avais des pertes physiologiques très abondantes. Donc nous les femmes, on sait que quand on est enceinte, on a des pertes physiologiques. Et là déjà je trouvais que c'était quand même très abondant. C'est vrai. Mais je pensais pas que c'était du liquide amniotique. Donc je me couchais, je me réveille le matin, je suis trempée, hein, littéralement. Et en fait quand vous fissurez la poche des os, même une toute petite fissure, en fait ça coule en continu. Donc le débit n'est pas forcément important, mais du moment qu'il y a une fissure, ça coule tout le temps. Donc là je lui dis attends, là par contre tu comprends pas, je dis là c'est très grave, je suis enceinte de 5 mois et demi, je ne sais pas si Maëna sera viable ou pas, parce qu'on est dans ce qu'on appelle la zone grise hein, à ce stade-là. 26 semaines d'aménorrhée c'est très très tôt. Hein. La réanimation du bébé commence à partir de 24 semaines en principe selon le poids et on va dire les facteurs en fait hein, médicaux qui vont venir appuyer ou pas la chance de survie du bébé. Donc j'arrive à l'hôpital, évidemment ils m'examinent, donc ils font un test pour voir si c'est bien du liquide amniotique parce que des fois on peut se tromper, sauf que je me trompais pas. Effectivement c'est confirmé, c'est bien du liquide amniotique, donc ils m'expliquent qu'ils m'hospitalisent, qu'ils vont essayer de faire durer la grossesse le plus possible. On me passe des médicaments en perfusion pour du Tractocil pour arrêter les contractions, antibiothérapie pour tout ce qui est risque infectieux parce qu'une fois que la poche des os est fissurée, le risque infectieux est très élevé. Injection de cortisone également pour essayer de maturer les poumons de Bichette si elle doit naître dans les 15 jours qui viennent, parce que ça se fait tous les 15 jours la corticothérapie avec la menace d'accouchement prématuré. On sait pas ce qui nous attend, mais on sait qu'un bébé il doit rester 9 mois dans le ventre de sa maman et qu'un bébé qui vit au monde à 5 mois et demi, il y a un risque de décès quand même très élevé. Donc on en a conscience, mais on veut pas se le dire. On n'en parlait pas. À partir du moment où vous mettez au monde un enfant en extrême préma, vous basculez dans une dimension parallèle et là c'est un autre monde. Votre vie elle s'écroule quoi, elle s'écroule sous vos pieds en l'espace de quelques secondes quoi, c'est violent. Et est-ce que l'accouchement... C'est vrai, par contre ton bras c'est très chiant là, moi je sais pas comment le mettre, je sais pas, mais le derrière là. Non mais moi ça me casse les épaules après. En plus ça fait genre on est distant quoi. Non mais bon, voilà comme ça s'il se verre. Il est bien. Connasse. Faut savoir que moi, donc je suis hospitalisée le 3 août au matin, lorsque je me rends compte que je perds les os, enfin que je perds du liquide, hein, j'avais pas rompu complètement, j'avais fissuré, hein, donc voilà, j'avais encore du liquide amniotique. Protocole d'hospitalisation pour MAP, menace d'accouchement prématuré, avec tout ce que j'expliquais au niveau du protocole médicamenteux. On m'hospitalise, à partir de là, je n'ai plus le droit de me lever, si ce n'est pour aller aux toilettes et me doucher. En chaise roulante. Donc c'est allongé et en chaise roulante. Voilà, uniquement, évidemment pour des raisons qu'on imagine bien, pour éviter que bébé appuie sur le col, que le liquide s'évacue encore plus. Enfin, vraiment, tout est fait pour vous faire, pour que la grossesse puisse durer encore. Et donc le 3 août, le 4 août, le 5 août, et arrive le 6 août. Le 6 août, c'était un dimanche. Je me rappelle comme si c'était hier ce jour-là. Alors comme j'étais hospitalisée depuis le 3, Alex venait me voir tous les jours avec à chaque fois 2 enfants. Et il arrêtait pas de me dire qu'il me trouvait bizarre, tu te rappelles ? Ouais, t'étais trop bizarre en fait. Tu parlais pas, tu étais pensive et tout.
c'était vraiment bizarre ce jour-là. J'étais pas bien en Et fait. à chaque fois je te disais mais ça va? Tu me dis oui ça va mais je sais pas. Donc on descend, on prenait un petit goûter à la cafétéria avec les enfants parce qu'on restait dans une chambre d'hôpital toute la journée pour les gamins, c'est compliqué. Donc on descend prendre un petit goûter, donc il me pousse en chaise roulante. À chaque fois il me tapait les portes des ascenseurs, il me foutait dans les murs des couloirs. T'avais du mal avec cette chaise roulante. J'ai du mal, oui. En plus c'était grosse. J'avais du mal, je me tapais les murs et tout. Qu'en fait oui effectivement j'avais mal au ventre. Je pensais que c'était normal en fait. J'ai accouché 8 fois donc je connais les contractions, je sais ce que c'est que des contractions de travail. Et pour moi c'était pas ça. C'est là qu'on voit à quel point le cerveau humain peut influer sur le corps humain. Parce qu'en fait, je ne le savais pas, mais j'étais en travail. Et je voulais tellement pas accepter et me dire que j'allais accoucher que je les occultais complètement. Sauf que le monito était pas bon déjà le matin. Et donc, il voulait en refaire un le soir. Donc, un peu plus tôt que prévu parce que justement, il voulait vérifier que ça s'améliorait. Et sauf que donc après, toi, t'es parti avec les petits en fin de journée. Ils me font le monito vers, je sais pas, 19h, je crois. Ouais, comme ça. Et là, en fait, le monito est pas bon du tout. En fait, on se rend compte qu'il y a des contractions et qu'à chaque contraction, le cœur de Maïna descend dans le rythme. Elle passe pas non plus dans une zone vraiment dramatique où il faut vite partir en césarienne, mais son cœur, on voit que, comme ils me disent, on voit que votre bébé, il y a quelque chose qui la dérange à chaque contraction, son cœur ralentit. Donc, il me décide de me descendre au niveau des salles de naissance pour faire une écho. Ah, il me faut une écho au niveau du ventre, hein, et le problème, c'est qu'il voyait plus la petite. Ils voyaient plus la petite du tout, donc ils me disent on va la faire par en bas, on va faire une endovaginale par le vagin. Et je vois le médecin qui bloque en fait, parce qu'en fait il n'arrive pas à les lancer, parce qu'en fait il tombe sur une oreille de ma fille en fait. En fait ma fille est en train de sortir, j'étais à 9 cm. Comme c'était un petit bébé de 800 grammes, en plus elle était déjà engagée en fait dans la voie vaginale quoi. Donc là ils me disent là vous êtes à 9 cm, vous allez accoucher là quoi. Voilà. Faut qu'on la sorte. Je me rappelle. C'était horrible. Mais c'était un cauchemar. Mais t'as l'impression de te dire non, c'est pas vrai quoi. Moi j'étais à la maison. T'étais rentrée parce que ma mère est arrivée le jour-là, ma mère descendait. J'étais en train de commander les pizzas, normal avec les enfants. Elle m'appelle et elle me dit là faut vite que tu reviennes. Elle me dit bon ben là je vais accoucher. Je dis non mais non. Alors je rappelle vite mon VTC pour qu'il vienne vienne me chercher puis repartir à l'hôpital. Et quand je suis arrivé, je l'ai vu allongé et tout en salle de travail. Elle dit bon bah là c'est le jour, en fait elle va sortir, il n'y a pas le choix, faut qu'elle sorte. Ouais, je suis tout blanc, je dis non mais non. Ah c'était dur hein. C'était vraiment très dur. Ah ouais, c'était très dur. Et c'est vrai que. Ça va? Bah oui, ça c'est vrai que c'était très. Ça rappellera. Hein. C'était violent quand même. Donc là c'est la douche, c'est même pas la douche froide, c'est t'as envie de te dire non je rêve, c'est un cauchemar, c'est pas vrai quoi. Et ils me disent qu'il y a de fortes chances que je finisse en césarienne parce qu'en fait Maïna elle supportait pas les contractions et évidemment à 26 semaines d'aménorrhée un bébé n'est pas du tout capable de supporter en fait un accouchement physiologique, hein. C'est très compliqué au niveau cardiaque, enfin c'est très épuisant pour un petit bout qui fait 800 grammes. Et on se pose plein de questions, on se dit mais c'est trop tôt. Mais surtout qu'on savait qu'elle risquait de décéder quoi. Il va y avoir des complications, comment ça va se passer, ouais, des séquelles. Alors moi tout ce que j'arrive à me dire en fait à ce moment là c'est mon bébé elle va vivre je savais même pas en fait ce qu'elle allait vivre, je savais même pas si elle allait vivre tout court en fait. Et je me suis dit si elle survit elle va devoir mais comme monter l'Everest quoi, tu vois, c'était tellement dur. Tu peux pas venir au monde à 800 grammes et aller bien. En fait, c'est pas compatible quoi. Et moi on me dit faut vous faire la péridurale parce que on risque de finir en césarienne, ça éviterait une anesthésie générale. Je m'en fous en fait. En fait moi je voulais pas accoucher dans le confort. C'était un truc, c'était hors de question. Je voulais pas la mettre au monde sans douleur, sachant que elle allait vivre un enfer derrière. Ah non. Et ils sont venus hein. Ils ont tellement insisté, ils m'ont dit oui mais là il y a un gros risque de césarienne, on risque d'aller en césarienne d'une minute à l'autre. Si vous avez pas de péridurale on va être obligé de vous endormir complètement. C'est plus dangereux parce qu'en plus vous êtes pas à jeun, machin truc. Je m'en fous, j'ai rien à foutre, je veux mettre. Et au début ils ont tellement insisté que j'ai fini par accepter. Il y a l'anesthésiste qui est venu, il commence à préparer son plateau, j'étais assise comme ça. Il commence à me nettoyer le dos avec la bétadine, je dis non, vous me la faites pas. Non, je veux pas la mettre au monde dans le confort, je veux la mettre au monde dans la douleur parce qu'elle en fait, elle aura pas de confort en fait. C'est pas le confort qui l'attend. Donc j'accouche en péridurale, j'arrive à la mettre au monde par voie basse et franchement c'était un bel accouchement. Ouais. Elle est arrivée, petite mère. T'as poussé une, deux. T'as mis 4 fois je crois t'as poussé. Et après elle est sortie et je me rappellerai toujours parce que quand t'as dit poussez, elle vient. Et en fait elle était tellement petite que l'infirmière
La sage-femme, elle l'a rattrapé, mais elle m'a fait même peur. Mais après, on a su que c'était la première fois qu'elle mettait au monde avec le CPC mais aussi. elle l'a sorti, mais elle a glissé. Et elle l'a tenu comme ça, j'ai fait oh putain. Mais... Et même quand je l'ai eu sur moi quelques secondes avant qu'elle parte avec les pédiatres. Parce que donc il y avait toute l'équipe de pédiatres qui était prête à l'accueillir, évidemment, vu le terme très précoce. Et quand elle est sortie, en fait, elle me l'a mise sur moi. Et en fait, je l'ai prise comme ça. Et sans me rendre compte, en fait, j'avais le bras de la sage-femme dans les mains. Et en fait, quand elle a enlevé son bras, je croyais que c'était mon bébé. Et non, en fait, quand elle a enlevé son bras, j'ai vu ce qui restait. Ouais, j'ai vu mon bébé. 33 cm. 33 cm, 810 grammes, c'est... Ouais, c'était... C'était très dur. Elle pleurait pas, elle faisait des petits cris de chat. Ouais, comme des petits chats, ouais. Donc très vite, elle est prise en charge, elle est placée sous aide respiratoire par le biais d'une CPAP, donc un masque en fait oxygène, donc elle n'est pas intubée. Elle a un masque oxygène, elle est évidemment dans un incubateur et elle part en service de réanimation néonatale. Et on lui pose une voie centrale qui est un geste pas anodin qui se fait en champ stérile et qui a duré 6 heures pour la voie centrale. Pour lui poser, ouais. Et la voie centrale, en fait, en gros, c'est un peu comme une perfusion, comme un cathéter. Sauf que là, c'est posé de façon beaucoup plus profonde. Hein. C'est un cathéter qui remonte jusqu'au cœur. Hein, pour éviter justement de devoir trop souvent manipuler le bébé et changer le cathéter tous les 2-3 jours comme une perfusion normale. Là, c'est un cathé qui reste en place plusieurs semaines pour éviter justement le risque infectieux. Pendant les premiers jours, elle est relativement stable au niveau de l'oxygène. Il y aura eu des hauts et des bas. Elle sera, je crois, allée jusqu'à 40% d'oxygène au plus mal où elle était. Maëna, par la suite, a fait 2 hémorragies cérébrales, une de chaque côté du cerveau au niveau du lobe temporal. Il y a 4 grades, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Maëna a fait 2 hémorragies de grade 2. Donc toutes les semaines, elle a une échographie transfontanelle, une ITF, pour vérifier que donc comment évolue l'hémorragie. Pendant 6 semaines, ça a stagné. Le saignement était actif, mais n'était pas pire et pas mieux. Ouais. Les temps soins intensifs, quand ils nous ont annoncé qu'effectivement le saignement se résorbait. Ouais. Donc elle est restée à un grade 2 avec un saignement actif cérébral pendant plusieurs semaines. Maëna a fait aussi une infection. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien compris parce que d'un côté, on vous dit qu'il faut vite enlever la voie centrale le plus vite possible pour éviter le risque infectieux. Et en même temps, quand il s'enlève la voie centrale, le bébé est beaucoup plus, on lui demande beaucoup plus en fait, de donner beaucoup plus d'énergie, etc. Il se fatigue plus. Il se fatigue plus. Donc en parallèle, Maëna après derrière a refait une infection. Et suite à cette infection, ils ont reposé une voie centrale. Donc de nouveau, plus de 6 heures en champ stérile, même 7-8 heures je crois. Je me rappelle cette journée-là, j'attendais qu'il m'appelle, il m'appelait pas. Pour dire quand c'était fini. Maëna avait aussi beaucoup de problèmes digestifs. Alors chez les préma, il y a aussi un gros problème qui est l'entérocolite nécrosante. C'est une grosse infection des intestins qui nécrose en fait les tissus. Et elle avait le ventre tout gonflé. Voilà, et en fait Maëna avait comme un ventre de femme enceinte de 6 mois quoi. Et il y avait beaucoup d'échographies justement pour vérifier que l'entérocolite ne se déclarait pas, parce que c'est pareil, il y a un gros risque de décès avec l'entérocolite. En fait, on est sur un fil, tendu tout le temps. C'est-à-dire qu'on appelait le matin à 8h, ça allait bien, puis à 10h, ça allait plus quoi. C'est comme ça, c'est que ça. C'est violent, personne n'est prêt à vivre ça, aucun parent n'est prêt à vivre ça, enfin, ça nous est tombé dessus. Alors évidemment, il y a eu des analyses de fait, on a essayé de comprendre pourquoi les médecins, à chaque fois qu'il y a un accouchement préma, de toute façon, il y a des analyses de fait en anapathe, etc., ils analysent le placenta, les prises de sang, etc. Et en fait, il n'y avait pas d'explication. Des fois, les gens, ils sont même méchants. Tu te rappelles quand j'ai accouché, les gens qui disaient c'est bien fait pour toi, parce que tu fais du X avec ton mari, mais j'ai toujours eu des rapports avec mon mari enceinte, en fait, c'est même recommandé, même le médecin vous dit vous pouvez avoir des rapports enceintes, j'avais aucun signe précurseur, j'ai rompu la poche des os spontanément, c'est tout. En fait, le placenta a été analysé, il n'y avait rien. Oui, il y en a qui disaient fumais, ça c'est... je fume entre 5 et 10 cigarettes par jour, mais comme j'ai fait pour les autres, et ça venait pas de ça non plus. Enfin, des fois, il n'y a pas de raison, et quand je vois le nombre de femmes, parce que toutes les mamans, tous les bébés qui sont dans ce service-là, ils ont une maman et un papa, et toutes les mamans qui se disent mais pourquoi? T'as déjà la culpabilité, l'angoisse, la peur, c'est tellement anxiogène, t'as peur parce que ton bébé tu sais pas s'il va survivre déjà et toi tu culpabilises, tu te dis mais pourquoi mon corps l'a pas gardé dans mon ventre plus longtemps en fait, parce que... tu t'en voulais grave. Je m'en voulais en même temps sans explication. Encore on m'aurait dit bon bah voilà vous avez fait ça, la conséquence c'est ça. Mais non, en fait les médecins nous ont dit non, voilà vous avez rien à vous reprocher, c'est comme ça en fait. Et comme 80% en fait des grands prémas, des extrêmes prémas, il n'y a pas d'explication. Il y en a pour qui il y en a pour qui il y a des explications. Ça peut être comment dire une prééclampsie, ça peut être une infection, un retard de croissance in utero, enfin
Il y en a pour qui il y a des explications, mais il y en a aussi beaucoup pour qui il n'y en a pas. Et moi, c'est vrai que quand je vois des messages de maman, j'ai des mamans qui m'écrivent voilà, je viens d'accoucher. Je prends l'exemple de la dernière en date là, qui m'a écrit qu'elle venait d'accoucher, donc elle est née au même terme que Maïna, sa petite, quasiment à 3 jours près. Et elle avait peur. C'était son premier bébé en plus. Alors mon Dieu, pauvre bichette quoi, son premier bébé. En plus, vivre ça pour un premier bébé, c'est hyper traumatisant. Et elle avait peur de la prendre en poids à peau. Je lui ai dit, mais fais-toi confiance, vas-y. Elle avait peur de faire mal, elle avait peur que ça aggrave sa situation, son état de santé. Je dis non, c'est un vrai soin. Ouais, c'est un vrai soin. C'est prouvé. Et c'est prouvé médicalement et scientifiquement que les bébés qui n'ont pas de contact physique, qui n'ont pas de poids à peau, qui sont que dans leur incubateur, petit bébé d'amour, là, il reste beaucoup plus longtemps en réanimation. Et le taux de décès et de complications est beaucoup plus élevé chez ces bébés-là. Et ouais, c'est vrai que moi, toutes les mamans qui m'écrivent, toujours je réponds. Chaque fois que je passe un message, je réponds. Alors, je m'excuse déjà pour celles à qui j'ai pas répondu, c'est juste que j'ai pas vu. Parce que malheureusement, je vois pas tous les messages, il y en a beaucoup. Mais jamais je laisse au hasard. Et jamais je ne réponds pas à un message d'une maman justement qui a besoin d'aide, qui vient d'accoucher de cette façon-là. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez une expérience que vous voulez partager, si vous venez d'accoucher prématurément, que vous avez un bébé hospitalisé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai évidemment avec grand plaisir quoi. Parce que c'est tellement violent, je comprends tellement ce qu'elles ressentent et tout cet inconnu et toutes ces questions qu'on se pose et on se dit mais on verra jamais le bout, tu te souviens? Je me rappelle à l'hôpital à Montpellier, les services ils sont côte à côte, t'as la réa, les soins intensifs et ce qu'on appelle le secteur par enfant. Et quand tu montes les escaliers, c'est au premier étage, tu es devant le secteur par enfant et à gauche t'as soins intensifs réa. Chaque fois je te disais quoi? Monter l'escalier, je te disais regarde quand on sera là, ce sera la fin. Ce sera la fin du cauchemar quoi. Quand je la vois cette petite puce, elle est tellement solaire et elle dégage un truc quand même. Maïna, elle dégage un truc tellement fort quoi. Tous les gens qui l'ont vu, qui l'ont pris dans les bras, qui ont suivi, tout le monde. Oui, c'est vrai que mais Maïna elle a fédéré tellement de gens en fait. Parce que moi c'est vrai que je partageais ma grossesse et très spontanément j'ai partagé l'hospitalisation chaque jour en fait. J'avais besoin. Pour moi, c'était vraiment un exutoire. J'avais besoin, en fait, de partager, d'échanger avec les gens. Et Maïna, elle a fédéré énormément. Vous tous, même sur Instagram, qui nous suivez depuis longtemps, vous avez suivi le parcours de Maïna, vous la suivez encore aujourd'hui. Mais je vois des gens qui l'aiment vraiment, quoi. Qui pensent à elle, qui lui envoient des mots, des cadeaux, des pensées tout le temps, enfin, qui sont attachés à elle. Parce que Maïna, c'est vrai qu'elle dégage quelque chose, déjà au travers de l'écran, et encore plus quand vous l'avez dans les bras, cette gosse, elle est solaire, quoi. Elle est incroyable. Moi, je suis la plus grande fan de ma fille quoi. Donc voilà, pour nous c'était important et c'était même essentiel de partager le parcours de vie de notre petite Maïna au travers de cette vidéo. Bon, ça reste toujours très éprouvant, de toute façon, puis ça le sera toujours, je pense. Dès qu'on se replonge, qu'on retourne en immersion dans tout ça, voilà, forcément, ça a été tellement violent, tellement traumatisant, tellement... Parce que ça a duré plusieurs mois. Alors oui, c'est vrai que c'était très très dur. Et tout ce que ça a généré même dans notre couple, dans notre famille. Moi j'ai eu des périodes où j'allais très mal, bref je vous en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, en tous les cas là, voilà, concernant le parcours de Maïna, sachez que voilà, accoucher prématurément ça peut arriver à tout le monde. Qu'il n'y a pas forcément de raison, c'est comme ça. C'est un parcours du combattant, mais tout est possible. Voilà, faut faire confiance aussi en la vie. Malheureusement, des fois, la vie s'acharne et on enchaîne les complications, on enchaîne les épreuves et les batailles. Mais regardez Maïna aujourd'hui, puis regardez ce qu'elle dégage et elle va tellement bien. Elle évolue tellement bien que c'était même inespéré. Enfin, même nous, on se disait, mais on savait pas à quoi s'attendre quoi, c'était tellement l'inconnu, tellement dur. Et ça c'est quelque chose, c'est une blessure qui restera quand même à vif en moi pour je pense ad vitam aeternam hein, clairement parce qu'en tant que maman évidemment que c'est très 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 violent ce qu'on a vécu et en tout cas il est possible voilà d'accoucher à 5 mois et demi de grossesse et d'avoir un petit bébé qui se bat, qui veut vivre et qui arrive à vivre et qui est plus que solaire et qui va merveilleusement bien. Voilà, notre bichette en tout cas, ça a été une vraie leçon de vie. Maïna est une leçon de vie, je pense pour chacun de nous et... C'est la petite guerrière. Ah oui, mais moi de toute façon je suis... on sort pas indemne, mais on sort changé. Et moi je sais que Maïna m'a changé beaucoup. Donc j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo, puis qu'elle vous a éclairé sur certains aspects justement de ce parcours du combattant qui a été celui de Maïna avant tout et le nôtre ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes aussi à passer ce cap qui est très compliqué. Merci beaucoup. Merci.